Bon, on est en 2020 et à ce moment-là, j'enchaîne Evangelion et Madoka Magica. Ma santé mentale, elle en prend un coup et je décide sur recommandation d'un ami de commencer la saga Fate par Fate Zero. On me dit que c'est court et exceptionnel, ça parle d'histoire, j'adore ça, et alors je me motive car faut que je retrouve un animé qui peut me remonter le moral. Sauf que je me suis pas renseigné sur les routes de visionnage de Fate, et quand la première scène commence, je suis perdu. Du coup, j'ai vraiment du mal à démarrer, mais je me force, et au final, moi qui veux me changer les idées avec un animé moins dramatique, je découvre sûrement le meilleur personnage et l'un des meilleurs flashbacks que j'ai vus jusqu'à présent. Revenons ensemble sur la tragédie de Kiritsugu et Miya. Bon, comme vous l'avez compris en introduction, mon visionnage de Fate est sujet à débat. C'est en partie pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de traiter exclusivement de Fate Zero. Donc je parlerai pas des répercussions et incohérences sur les autres séries Fate. Et surtout pour éviter de vous dire des conneries. Bref, on l'a vu dans l'intro, c'est le premier personnage qu'on voit. Donc on sait que l'histoire va tourner autour de lui dès ce moment-là. Iris Viel, la compagne de Kiritsugu, vient d'avoir un enfant. Dans cette scène qui devrait être une célébration, on ressent une atmosphère lourde, tel un enterrement. Comme le montre la première impression de Kiritsugu avec ce halo lumineux et cet éclairage. Le contraste entre les deux personnages est visible au premier regard, par les tenues qu'ils portent. En une scène, on comprend la majorité des informations à savoir sur lui, grâce à la qualité de la mise en scène. Kiritsugu est toujours isolé dans tous les cadres, même dans un plan large, le surcadrage du lit les sépare. Et au moment où l'on peut enfin assister à un peu de bonheur de la part de Kiritsugu, la caméra s'éloigne et ne les laisse toujours pas se rejoindre. Tout ça, c'est sans faire attention au dialogue, qui nous montre au premier abord sa vulnérabilité, sa déconsidération et sa détermination pour mener à bien la quête du Graal. Dès ce moment-là, j'étais intrigué par ce personnage, et mon attente a été largement récompensée. Dans cette future guerre du Graal, il ne sera pas seul. Il sera accompagné par Saber, son servant duquel naîtra une opposition idéologique qui sera source de conflits et de scènes mémorables. Ouais, je vais dire Saber au lieu de Saber, mais voilà. Saber est un personnage noble, mais qui a une vision trop chevaleresque et idéalisée de la guerre. Au contraire de Kiritsugu, pour lequel la guerre est intrinsèquement le mal. Tous deux souhaitent changer le monde, pour en faire un meilleur, l'une par l'honneur, et l'autre par les moyens les plus radicaux. Leur désaccord provient de leur nature. Saber est plutôt naïve, comme le montrera sa discussion avec Iskandar, où ses convictions vont être assez vite mises à mal. Alors que Kiritsugu a développé une idéologie utilitariste par les événements auxquels il a été confronté, et s'est donc rationalisé. Les deux idéaux, même si opposés, ont tous les deux des côtés positifs, mais Saber et Kiritsugu sont en réalité prisonniers de ces idéaux. Ils s'emprisonnent dans leur volonté et n'acceptent pas les vérités de chacun. Ils préfèrent se conforter dans leurs pensées jusqu'à inéluctablement conduire à une tragédie. Car en réalité, le mal est présent en chacun de nous, et pour l'anéantir, il faudrait exterminer l'humanité, ce que réalisera finalement Kiritsugu. Ils vont donc se rejeter au lieu de s'entraider, tout au long de Fate Zero. Et le combat face à Lancer synthétise parfaitement la différence de vision que possèdent les deux personnages. Alors que Saber souhaitait un combat honorable, il en résulte une scène dévoilant l'extrémité et la froideur des méthodes de Kiritsugu. À ce moment du visionnage, nous ne sommes pas au courant des motivations de notre protagoniste, et j'étais vraiment stupéfait de voir un personnage aussi violent et calculateur, et surtout je voulais savoir ce qui pouvait avoir conduit ce personnage à de telles extrémités. Donc il est temps de parler du passé de Kiritsugu. Son flashback est sûrement le moment qui m'a fait réaliser à quel point ce personnage était excellent. Il débute dans une ambiance paradisiaque, sur l'île d'Arimago, qui deviendra 20 minutes plus tard le théâtre d'une terrible catastrophe. On est présenté dans la première partie du flashback à deux nouveaux personnages importants. Son père, Norikata, un chercheur mage, souhaite arrêter le cours du temps afin de créer l'immortalité, voulant protéger son fils afin que cette recherche perdure de génération en génération. Le second personnage est Shirley, une habitante de l'île qui est la première apprentie du père de Kiritsugu, ainsi que l'amie de notre protagoniste. À ce moment-là, les gens du village méprisent le travail de Norikata, et Shirley cherche à prouver le contraire, pensant que ce qu'il souhaite faire est extraordinaire. Elle ira jusqu'à prendre une potion pour prouver que cela fonctionne. Norikata avait prévenu que ce n'était pas prêt, et naîtra de cet acte puéril une épidémie transformant les habitants de l'île en apôtres de la mort, des ghouls immortels devant boire du sang humain pour maintenir leur immortalité. Lorsque Kiritsugu retrouve son ami dans cet état, en train de se transformer, elle lui laisse l'occasion de la tuer. Il a l'opportunité de sauver le village, mais n'en fait rien. Quelques heures plus tard, la majorité des habitants sont métamorphosés, et plusieurs forces magiques entrent en scène pour mettre à feu et à sang le village et éviter la propagation. En découvrant auprès d'une mercenaire, Natalia, que son père était la cause de l'épidémie dans le village, et qu'il ne manifestait aucun remords pour ses actes, Kiritsugu a pris sur lui la responsabilité de se débarrasser du mal de cette terre,
quel qu'en soit le prix. Lui qui avait la possibilité d'éviter ce massacre, développe une idéologie utilitariste, en souhaitant toujours sauver le plus de gens possible. Shirley étant métaphoriquement et littéralement le catalyseur de son changement, avec le couteau lui appartenant qu'il utilise pour tuer son propre père et donc éviter d'autres morts. Elle est plus que ça pour lui, car en effet, ce n'est pas simplement une idée qui s'est développée comme ça dans sa tête, mais en tant qu'ami, c'est bien la promesse de faire de grandes choses qui le pousse à agir. Le nom de l'île, Arimago, reflète parfaitement ce qui arrivera plus tard à Shirley. L'île servait à faire des offrandes à un dieu de la mer, mais une fille qui avait faim a touché aux offrandes et a été transformée en crabe. Shirley prend une potion expérimentale et se transforme en une créature terrifiante, devenant ainsi la malédiction de Kiritsugu. Lui qui était promis à un grand avenir et dont seul Shirley avait vu le potentiel, se trouve en quelque sorte maudit par ses actes. Mais cette montée de la tension ne s'arrête pas là, car la seconde partie du flashback est tout autant réussie. Après avoir quitté l'île, il vit avec Natalia, une mercenaire avec laquelle il entretient une relation mère-fils. Il apprend les rudiments du métier et que ces tragédies ont lieu partout. Mais sa volonté de sauver le plus de personnes possible est mise à l'épreuve dans cette seconde partie. Une mission tourne mal et il est confronté à un dilemme. Soit abattre un avion avec Natalia à bord, ou risquer une contamination à l'atterrissage. Mais cette fois, il réussit à faire ce qu'il n'a pas pu faire avec Shirley, en tuant sa propre famille. Mais c'est une réelle malédiction pour lui, car ses idéaux le hantent. Il essaye toujours de compenser cet échec en réalisant à tout prix cette promesse. Justement, c'est elle qu'il appelle lorsqu'il fait rejaillir ses émotions. Et ce sera l'une des dernières fois, jusqu'à la quête du Graal, où il montrera son humanité. En effet, il perd petit à petit ses émotions, en espérant que son fardeau se libère lorsqu'il réussira son objectif. Il est donc temps d'évoquer le final de Fate Zero, dans lequel toute la tragédie et les limites de l'idéologie de Kiritsugu sont illustrées. Après avoir triomphé, il apprend par le Graal qu'il est corrompu. La seule façon de sauver le plus de personnes est de tuer tout le monde. Mais il pourra vivre paisiblement avec sa femme et sa fille. Il rejette le Graal et fait une nouvelle fois un sacrifice difficile, en perdant sa famille, mais en sauvant des milliards de vies. Il réalise qu'il a peut-être passé sa vie entière à poursuivre un rêve qui n'existait pas vraiment. Alors qu'il cherche à détruire le Graal, toute la ville s'embrase, et la violence qu'il a toujours cherché à éviter se produit à nouveau. Il est brisé et cherche par tous les moyens à sauver quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'il trouve un jeune garçon, qui va au final le sauver lui-même. En effet, Kiritsugu a toujours été accompagné, car il a besoin de ça pour faire face à lui-même, et se convaincre que ce qu'il fait est juste, que ça soit Iris Viel, Natalia, ou encore tout simplement Shirley. Le garçon qu'il sauve est une manière pour lui d'avoir réussi, de ne pas avoir fait tout ça pour rien, d'avoir sauvé quelqu'un, et c'est un nouveau départ pour lui. Comme vous l'avez remarqué, j'ai omis sa dualité avec Kirei Kotomine. Et c'est pas parce que je la considère inintéressante, tout au contraire, c'est parce qu'elle sera sûrement évoquée entièrement plus tard sur cette chaîne, sur une vidéo bien plus ambitieuse sur Fate Zero. Bref, ce qui a conduit à sa perte Kiritsugu, c'est ses propres idéaux, aller trop loin pour eux. Cette faiblesse de ne pas se remettre en question, par peur d'être confronté à la réalité ou par volonté de l'éviter, et d'agir malgré tout, est présente en chacun d'entre nous, à un moment différent et plus ou moins long. Pousser ses croyances jusqu'à l'excès, sans réévaluer ses choix, c'est le principal thème de Fate Zero, et c'est retransmis par la majorité de ses personnages. Kiritsugu est un protagoniste tragique. En étant omnibulé par un miracle qui ne pouvait arriver, il n'a pas su mettre en perspective d'autres possibilités, d'autres chemins, et s'est inexorablement amené vers ce funeste destin. Mais n'a-t-il pas tenu cette promesse à Shirley? En sauvant cet enfant, n'est-il pas devenu un héros?